J'ai été influencé de plusieurs manières par la littérature, ce qui n'est pas évident en fait, parce que je ne vivais pas dans un monde spécialement propice à la lecture, puisque je vivais en brousse, mon père était ouvrier, on n'avait pas beaucoup de livres. Toutefois, la littérature, en dehors de la bande dessinée que j'ai découvert très tôt avec Donald, les comics de Donald, qui venaient en fait de journaux de la presse américaine. J'explique, c'était que les soldats américains avaient laissé des magazines avant de partir, quand ils sont repartis de Calédonie. Et mon père avait quelques magazines de Donald, de l'armée américaine. Et je crois que c'était ma première influence, ça a été, je ne savais pas lire à l'époque, mais de toute façon je ne pouvais pas lire l'anglais parce que j'avais ni le français ni l'anglais, mais c'était la première découverte que des histoires étaient racontées autrement que par la parole. Ensuite il y a eu Tintin. Et puis rapidement, il y a eu la littérature. La rencontre de la littérature, elle s'est faite tardivement. Je crois que j'avais 10-11 ans, une chose comme ça. Ça s'est fait par l'intermédiaire d'un professeur, une professeure même, une dame, Madame Morgot, je peux la citer parce que c'était une influence importante, qui a lu en classe des textes de Goscinny. On rejoint un peu la bande dessinée, parce que Goscinny c'est scénariste de Astérix. Elle a lu des textes de Petit Nicolas, qui m'a émerveillé. Et ensuite, elle a lu d'autres textes comme La guerre du feu de Rosny. Et là, à ce moment-là, je me suis mis à lire des classiques, on va dire, Ivanhoé, etc. Ça a été ma grande découverte comme ça. Et puis plus tard, il y a eu Pagnol, Marcel Pagnol, qui m'a... J'ai eu une relation bizarre avec Pagnol parce que j'ai cru pratiquement qu'il parlait de la Nouvelle-Calédonie. Ces descriptions des paysages qu'il faisait, moi je les ressentais. Je ressentais les collines d'Olivier, quand il parlait des odeurs, quand il parlait du vent, de la sécheresse. Pour moi, c'était mes collines à moi, celles des Gaillacs, celles où je jouais quand j'étais petit, c'était mes collines aussi. Donc j'ai retrouvé dans Pagnol ma propre enfance. Ça a été important, ça. Et après, bien sûr, à l'adolescence, il y a eu d'autres littératures complètement différentes, naturellement, mais je crois qui allait de Céline à Genet, etc., que c'était assez souple. Et puis ensuite, j'ai pris goût à la littérature et je crois que je n'ai jamais quitté la littérature. Là où je vis actuellement, c'est à Nouméa, et en même temps, c'est pas vraiment Nouméa. C'est-à-dire que j'habite un endroit qui s'appelle la Vallée des Colons, qui est un très vieux quartier. On l'appelait la Vallée des Colons parce qu'à cette époque-là, cette vallée était située en dehors de la ville. Et quelques colons habitaient là. Il fallait pas mal de temps en fait pour y aller. Maintenant, c'est à Nouméa, la ville s'est agrandie. Et ce quartier a resté un quartier ancien, très populaire, un quartier avec beaucoup de maisons, ce qu'on appelle les maisons coloniales, qui est quelques belles maisons coloniales en bois, mais aussi pas mal de maisons coloniales en bois aussi, mais qui sont plutôt des maisons d'ouvriers. Et donc des petites maisons qui ont beaucoup de charme, qui sont très petites, etc., mais qui sont souvent entourées, la plupart du temps, de végétation. Beaucoup de végétation. Et ce quartier de la Vallée des Colons est typique en ce sens que ça ressemble à un village. Toutes les maisons sont enfouies derrière tout un écran de vert, voire de rouge avec les fleurs. Et ça, c'est très intéressant. Le quartier lui-même, hélas, est peu à peu détruit, on va dire. Hein. Ces maisons, ces rues se transforment peu à peu par rapport aux promoteurs qui construisent maintenant des petits immeubles pour loger plus de gens, et ils commencent un peu à perdre son âme. Il y a une résistance hein, quand même, il y a quelque chose, il y a une lutte. Et je crois que je m'y sens bien parce que moi-même j'habite une maison ancienne qui est à moitié en dur et moitié en bois. Elle a une âme, elle est un peu bizarre parce que les pièces, c'est pas logique quoi en fait. Il faut chercher un peu les pièces à l'intérieur. On découvre à chaque fois des choses comme ça. Il y a des plafonds qui sont très hauts. J'ai dû aménager, d'ailleurs j'ai pu aménager moi dans les combles. Au départ c'était mon bureau, c'est devenu ma chambre maintenant.
Et je crois que ce quartier, je l'aime bien parce que, en dehors de ce côté passé, c'est un quartier qui est aussi multiculturel, c'est-à-dire à Nouméa, il y a les quartiers sud qui sont un quartier plutôt, on va dire, des gens riches, donc surtout blancs. Et le quartier Veille du Tir, où j'habitais très très longtemps aussi, qui est un quartier mixte, plutôt ouvrier. Et là, c'est un quartier ni ouvrier, ni commerçant. À la limite, il y a beaucoup de Javanais, ça s'appelle les petits blancs, de Kanaks. Il y a le lycée d'Okamo, qui est pas loin, c'est le lycée protestant. C'est un lycée donc essentiellement avec une majorité d'élèves jeunes qui viennent des îles Loyauté. Et donc on retrouve dans ce quartier toute la mixité qu'on peut imaginer en Calédonie. Elle est présente là, au quotidien. Et donc au quotidien, finalement, on ressent, personnellement, moi, je reste un petit peu dans le milieu de la brousse en folie avec toutes les ethnies et puis les bonjours le matin, les gens qu'on se croise, le petit signe de main comme on fait toujours ici pour se dire bonjour ici quand on conduit comme ça, on fait juste un petit signe de main comme ça qui signifie plein de choses. Mais voilà, c'est un signe comme ça et on retrouve ici ce petit côté qui me manque un peu de la brousse. Le début de mon enfance, le plus loin que je me souviens en tout cas, c'était Païta. Païta, c'est un village qui est actuellement plus très loin de Nouméa, mais qui à l'époque était la brousse. De cette enfance, c'est une enfance qui m'a beaucoup marqué, parce qu'on vivait justement à la broussarde, c'est-à-dire avec des maisons isolées et l'espace autour de nous, qui me manque quand je voyage, comme ça, c'est la notion d'espace. Un espace que moi je croyais vierge naturellement autour de moi, et qui ne l'était pas totalement, mais en tout cas qui nous laissait une liberté à la fois de corps et d'esprit pour conquérir, naviguer, découvrir, jouer naturellement dans cet espace-là. On vivait à Païta dans ce qu'on appelle une demi-lune ici. Les demi-lunes, c'est ces maisons en tôle construites par les Américains pendant la guerre. C'est vrai que mon enfance a été assez imprégnée de la présence américaine, parce que, ne serait-ce que par le logement. Alors donc c'était des maisons en tôle, nous n'avions pas l'électricité, on avait l'eau mais pas l'électricité, donc on s'éclairait à la lampe à pétrole. Les soirs, le soir ici tombe vite, mais pour nous elle tombait encore plus vite, puisqu'on se couchait en général, disons vers 7 h le soir, tout le monde était au lit, puisqu'il faisait nuit. Ça passait comme ça, mais c'était très agréable parce que mes grands-parents habitaient pas très loin et on passait beaucoup de temps avec les grands-parents. Et là, le soir, c'était des histoires. On se réunit ici chez mes grands-parents et mon grand-père nous racontait des histoires. Ensuite, on jouait à quelques jeux de société. Je me souviens toujours que mon grand-père écoutait une émission à la radio tous les soirs. C'était le signe qu'il fallait se coucher. Voilà, c'était ça mon enfance, et puis donc la brousse autour. Mes parents avaient une petite ferme à l'époque. Mon père travaillait, il était ouvrier, il travaillait à la société Le Nickel à Nouméa. Mais on avait, comme on n'était pas très fortunés, comme tous les gens, on avait donc un poulailler, on avait des poules, des lapins, on avait une chèvre et un cochon. Le jardin en fait, comme ça, et bon, je me souviens de tous ces animaux et tout ça. Et puis, c'était drôle parce que donc, dans la découverte du monde autour, il y avait il ne faudrait pas que je raconte ça, mais il y avait le château d'eau, donc la retenue d'eau pour alimenter le village en eau. Et nous, c'était la grande découverte, ça c'était pour nous notre trou d'eau, notre piscine, c'est là où on se baignait quand on était petit, on nageait dedans. On a appris à nager d'ailleurs, c'est dans le château d'eau. Et il y avait l'église qui n'était pas très loin. Alors l'église c'était un mystère pour nous, on tournait autour, on savait que c'était une maison réservée à Dieu, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc pour nous ça nous faisait peur, on avait peur de cet endroit-là, donc c'était pas mal parce qu'il y avait un endroit qui faisait peur et puis il fallait toujours quand on était gosse avoir un endroit qui fait peur. Et puis je me souviens que on n'était pas très nombreux dans le village et un jour c'est venu s'installer une première famille de Wallisiennes, une famille wallisienne. Et dans ce village où il n'y avait que quelques blancs et des Kanaks, quand il y a eu la communauté wallisienne, c'était un grand événement pour nous parce qu'ils avaient la peau marron, ni noire ni blanche. Et là on a découvert que les Indiens existaient pour de vrai.
parce que pour nous, il était évident qu'ils avaient l'air d'Indiens. Et c'était génial parce qu'on pouvait jouer aux cow-boys indiens pour de vrai, avec de vrais Indiens. Et ça, je me souviens qu'on a passé des journées là-bas avec les gamins wallisiens à jouer. Et puis comme c'était un village, naturellement, les mamans nous donnaient à manger le soir, etc. On rentrait souvent le soir, nos parents nous grondaient un petit peu, tout ça. Quand je dis nous, c'est parce que j'avais un frère aîné qui a 1 an de plus que moi, et on passait naturellement toute l'enfance, c'était avec mon frère et les petits copains du coin. Tout à l'heure, je parlais de Pagnol, et c'est vrai que c'est un peu l'univers de Pagnol. C'était aller jouer dans les collines, aller jouer comme ça. On avait une grande liberté, nos parents nous laissaient partir la journée entière. Comme ça, j'avais 4 ans, quoi, 4, 5 ans, mais on était libre. On était libre. Et je pense que cette liberté nous a fait développer, en tout cas à moi, beaucoup d'imagination. Parce que comme je dis, pour l'église, pour pas mal de lieux, en fait, il fallait s'approprier les espaces, et forcément s'approprier d'abord avec l'imagination. On se racontait des histoires là-dessus. Derrière les bananiers, il y avait forcément un diable qui dormait. Ça, c'était par rapport à des histoires kanak qu'on nous racontait. Mais il y avait toujours un diable derrière les bananiers. Donc il fallait faire attention, jamais faire une sieste, par exemple, jamais dormir sous un bananier parce que le diable pouvait venir à ce moment-là. Il y avait des histoires comme ça. C'était donc un monde de parfums, d'odeurs, je me souviens. C'est curieux d'ailleurs, je vais vous dire un truc bizarre, c'est que quand je pense au parfum maintenant, par exemple, j'ai besoin dans la forêt de marcher pieds nus. C'est curieux, hein, mais comme on marchait pieds nus, j'ai l'impression de mieux ressentir le parfum de la forêt ou de la terre avec les pieds. Avec les pieds. Et je sais, quand je marche, j'aime bien marcher toujours, rapidement, j'ai hâte d'enlever mes chaussures et de parcourir les espaces pieds nus. C'est important pour moi, ça. J'ai l'impression d'être vraiment dans la nature, à condition que je sois pieds nus. Et après, plus tard, c'était un peu un drame, parce qu'on a quitté ce monde de paix, de la brousse, pour arriver à un autre monde complètement différent. C'était celui de la vallée du Tyr. C'était la cité de Niambo, où mon père avait, pour se rapprocher de son lieu de travail, a dû aller s'installer à Nouméa, à la périphérie. C'était la cité ouvrière, où là, c'était un autre monde. C'était donc des cités ouvrières avec des demi-maisons réservées à des familles souvent nombreuses. Nous étions 5 garçons dans la famille. Mais c'était une autre forme de village, parce qu'en fait toutes les mamans s'occupaient des enfants des autres, un peu, parce qu'on jouait aussi partout. Mais c'est un monde plus dur, beaucoup plus dur à ce moment-là. L'aire de jeu, c'était dans la rue et non plus dans la forêt. Mais ça nous a appris certainement à peut-être à vivre plus en communauté, alors que dans la brousse on était souvent quand même il y avait très peu de gamins, très peu de gens. Et là, on a dû faire découvrir en fait d'autres communautés, d'autres gens et des bagarres. Beaucoup, mais pas des bagarres imaginaires, là, des vraies bagarres. Et là, toute ma préadolescence, ça a été un monde beaucoup plus rude qui consistait à jouer, à se battre, à jouer, à se battre. C'était comme ça. L'école, pour moi, ma première expérience de l'école, ça a été très particulière parce que j'étais très jeune. Et je n'avais pas bien compris, je crois, les notions de loi qui pouvaient m'interdire de me déplacer. Ça, c'était un truc que j'étais un petit peu sauvage, je crois. Et je me souviens que la maîtresse, rapidement, a dû me punir parce que elle pensait que je faisais le pitre, mais je ne faisais pas le pitre. Je sais que j'avais besoin d'aller voir quelqu'un pour parler. C'était comme ça, je bougeais, etc. Elle m'avait puni une fois. Et une punition, c'est que je vais rester en classe après la sortie, après la fin des cours. J'étais puni à rester une demi-heure pour écrire une punition, quelque chose comme ça. Et là, j'avais pris la décision au cours de l'après-midi de ne pas rester. Ne pas rester à la punition. Et donc j'avais passé, je crois, une bonne heure à essayer d'élaborer une stratégie. Et la stratégie la plus efficace que j'avais trouvée, c'était de m'évader tout de suite. Et à un moment donné, je m'étais levé. Nous étions très nombreux. En fait, à l'école, il y avait 2 classes seulement où on réunissait tous les gamins avec plusieurs niveaux, mais on les mettait ensemble. Donc pour quitter la salle, c'était un peu compliqué. Donc j'ai enlevé mes chaussures et j'ai marché sur les bureaux et j'ai sauté de bureau en bureau jusqu'à la fenêtre pour passer par la fenêtre et rentrer chez moi en courant. C'était
première expérience mémorable de l'école. Il se trouve que il y a quelques années, il y a 10-15 ans, la même école de Païta, donc la Brousse, m'a contacté pour un dessin qu'ils avaient fait dans la cour, un grand dessin sur un mur, à partir des personnages de la Brousse en folie. Et comme je leur ai raconté l'histoire, que c'était mon école, lorsque je suis venu pour l'inauguration du mur, ils avaient pris soin d'inviter la maîtresse de l'époque, mon ancienne maîtresse, qui était très âgée maintenant, et je retrouvais ma maîtresse qui m'avait pu dire à l'époque. On a bien rigolé, et du coup j'ai retrouvé mon école, et j'avais oublié un détail, après coup, qui est comme ça, c'était l'arbre. Mais je pense que toutes les écoles ont un arbre dans la cour. Et l'arbre de l'école, c'était quelque chose de très important pour deux raisons. D'abord, c'était l'ombre, parce que c'est vrai qu'on était très chaud, et ce rapport entre le soleil et l'ombre, c'était important, l'arbre. Et la deuxième raison, c'est qu'elle nous séparait de manière relativement symbolique, mais l'espace de jeu des filles et des garçons. Les garçons jouaient à droite et les filles à gauche. Et c'était, j'ai repensé, c'était la découverte d'un monde différent. Nous étions que des garçons à la maison, tous mes compagnons de jeu n'étaient que des garçons, et il y avait ce mystère des filles à côté. Et là, finalement, je me suis aperçu que ça a joué sur mon imagination, parce que qu'est-ce que c'était ces filles-là? Qu'est-ce qu'elles étaient? Elles jouaient à des jeux bizarres, elles jouaient pas comme nous à des jeux normaux, des jeux bien, quoi. On jouait nous à la guerre, forcément, aux billes. Et elles jouaient à sauter, à l'élastique, à chanter, à des choses bizarres, quoi, qui n'étaient pas du tout rigolo. Et à ce moment-là, quand j'ai retrouvé cet arbre, cette ombre, m'est revenu à l'esprit comme cette première relation aux filles. Cette première relation aux filles qui est passée non pas par le contact, même pas la discussion, mais par l'imagination. Et je crois que l'école pour moi finalement c'est un résumé, parce que j'ai pas été un bon élève, je n'ai jamais été un élève conforme à ce qu'on attend d'un élève, justement parce que je crois que j'avais peut-être l'imagination un peu trop forte en ce sens qu'elle me prenait mon temps réel, quoi, en fait, mais je me laissais glisser dedans cette imagination, et j'ai toujours été un peu en décalage avec les cours. Souvent, je me souviens de séquences comme ça où j'entendais loin le professeur parler, et ça faisait un murmure, et moi j'étais ailleurs, j'étais loin ailleurs, j'étais bien. Et il a fallu beaucoup de temps pour que je retourne à l'école, on va dire, puisque j'ai quitté le lycée assez tôt, en fait, j'étais plus ou moins renvoyé du lycée en première. Et puis j'y suis retourné non, je ne suis pas retourné, j'ai passé après le baccalauréat, chose comme ça, mais en candidat libre, pendant les cours du soir. Et c'est à la fac, quand j'étais à Paris, à la faculté, où j'ai découvert... C'était très prétentieux, parce que j'ai découvert une chose, que peut-être que je pouvais changer les choses. C'est-à-dire, et si je devenais professeur à mon tour, c'est-à-dire au lycée, mais dans l'autre côté, sur l'autre bord, devenir professeur, pour changer les choses. Je pensais que peut-être que je pouvais donner justement du temps aux élèves, du temps à imaginer, les consacrer, leur montrer que l'imagination était quelque chose de non pas négatif, quelque chose qui amenait un problème à l'école, mais au contraire que c'était quelque chose qui était peut-être une source de richesse et une source, comment dire ça, intéressante pour puiser le savoir. Et ce que je pensais, pendant très longtemps j'ai pensé ça. Je suis toujours professeur d'art. Alors c'est sûr que j'ai choisi un métier qui permet justement peut-être de faire travailler l'imagination. Je vais quitter l'enseignement bientôt, presque dans un an, je vais prendre ma retraite. Le bilan de moi et l'école, je ne sais pas s'il est positif ou négatif, mais j'ai toujours des élèves qui m'appellent ou qui m'envoient des mails. On reste en contact, donc je crois que ça a marché, à peu près. Commencer à vouloir faire quelque chose. L'idée au départ c'était de faire quelque chose. Pourquoi faire quelque chose? C'est-à-dire d'exprimer des idées. Au départ c'était quelque chose de très personnel, finalement c'était moi. Essayer
je crois que je suis venu à mon travail de bande dessinée par rapport à une quête personnelle, c'est-à-dire quelque chose qui me renvoie à moi-même, en fait, où j'en suis, qui j'étais. Alors ça s'est passé juste après mon retour de France. Je suis revenu de France et là, en France, j'ai découvert que j'étais pas réellement français, quoi, en fait. Il y avait quelque chose de différent entre moi et puis les Français. Et donc, en revenant en Calédonie, c'était acquis ça, mais cette différence, il fallait que je la marque. Il fallait que je la marque en la découvrant, qui j'étais. Et j'ai essayé de trouver de différentes manières d'exprimer, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas d'affirmer la chose, mais de la rechercher. C'était donc une quête. Et l'idée, c'était sous forme de récit. Je suis resté sur raconter des choses, raconter, mais pas construire, raconter au sens que je voulais pas prouver quelque chose, mais je voulais, sous forme de récit, que le récit même était une quête, quoi, en fait, hein, sans savoir où j'allais. Donc j'avais essayé plusieurs formes d'écriture. Comme j'avais fait des études un petit peu de cinéma, je pensais que le cinéma était un bon moyen. Alors c'était bizarre parce que dès le départ, je pensais à une double chose. Il me fallait un miroir. Il me fallait un miroir, c'est-à-dire que j'avais besoin des autres. Je ne voulais pas écrire, j'ai l'impression que l'écriture en Calédonie, les gens ne lisent pas beaucoup. Et or, j'avais besoin des gens. Je voulais ce miroir-là, je voulais qu'il y ait un retour, que je produise une réflexion, je produise quelque chose, donc je ne sais pas quoi, la chose, je ne savais pas, mais en tout cas que j'avais un retour. Le retour, c'était le public, c'était un miroir. Donc l'écriture ne me convenait pas pour cette expérience-là. Il y avait celle du cinéma qui m'intéressait beaucoup, mais j'étais jeune, j'avais 24 ans, 25 ans quand je suis revenu, et là il y avait un problème, c'était l'argent. Je ne savais pas comment trouver de l'argent pour faire un film, ça me semblait impossible. À cette époque-là, je travaillais à Lifou, qui est une petite île pas loin de Nouméa, un peu isolée, c'était encore moins. L'isolement ne me permettait pas de faire des choses comme ça. Et puis une troisième voie est apparue, la bande dessinée, qui était quand même quelque chose qui m'était hyper familier, très familier, et la bande dessinée me paraissait le moyen, le vecteur le plus sûr en fait pour retrouver l'effet miroir. J'ai commencé pour moi-même au départ, pour mon entourage, c'est-à-dire ma femme, et puis les amis qui étaient autour de moi. Autour de mes amis, il y avait un ami qui m'est très cher toujours, c'est Nicolas Kurtovic, qui était mon voisin à Lifou, et je lui ai proposé mon travail. Et un des premiers m'a dit, écoute Bernard, c'est sympa, continue. Premier effet miroir, c'est sympa, continue. Ok, j'y vais. J'ai continué, j'ai fait lire aux gens de Lifou. Tout le monde rigolait. Ah, donc déjà l'effet miroir, c'est que j'ai fait quelque chose de drôle, ça marche, pourquoi ils rigolent, ils comprennent l'humour. Voilà, je vais plus loin. Et je suis descendu à Nouméa, enfin, je suis venu à Nouméa un week-end, j'ai proposé ma bande dessinée à un journal, le seul quotidien local, qui a refusé parce que cette bande dessinée parle toujours d'ailleurs, des gens d'ici, des Calédoniens. Et comme c'est une bande dessinée qui prend nos populations et qui nous sommes de manière très ironique, très sarcastique, il y a beaucoup d'autocritique, beaucoup de dérision. C'est un regard incisif, drôle, mais en même temps qui peut être dur, mais le fait que ce soit de l'humour, je trouve que c'est pas dur. Et puis en vérité, c'est vrai que Pagnol m'avait inspiré. Mais en tout cas, le journal avait décidé que ça posait des problèmes pour le lecteur. Donc deuxième effet de miroir, le miroir d'un rejet. Ah, mais c'est un défi dans ce cas-là. Donc retour au travail, retour à Lifou, je continue. J'essaie de comprendre pourquoi et je continue. Je propose à un mois ou 2 mois après, un hebdomadaire qui accepte. Et là, naturellement, je suis ravi parce que publier, c'est une expérience extraordinaire. D'autant plus que le succès vient assez rapidement, très rapidement, on peut dire. Les gens se reconnaissent dedans. Et là, le contact et l'effet miroir n'a jamais cessé depuis 25 ou 20, entre 25 et 30 ans que je dessine maintenant. Il s'est passé quelque chose qui m'a échappé, c'est l'appropriation finalement du public, des personnages et de l'univers que j'avais créé. C'est devenu non plus le mien, mais celui de mes lecteurs. Les gens se sont appropriés, c'est devenu comme une famille ici. Ici en Calédonie, il y a les familles, etc. Et la Brousse en folie avec Tonton Marcel, Dédé, Joinville, Tatane, c'est-à-dire les personnages archétypes des communautés locales, sont devenus comme une famille. Et il y a un aller-retour d'appropriation, d'effet miroir qui a fonctionné depuis tant d'années maintenant. Et j'ai souvent pensé à arrêter des fois la Brousse en folie, ça fait comme au bout de
quand on fait une série depuis très longtemps, il y a un effet à un moment donné pas de lassitude, on ne peut pas dire ça, il y a un effet d'avoir l'impression d'avoir tout exprimé. Vous savez, c'est comme entre les vieux amis. On se connaît tellement qu'on n'a plus besoin de parler. Et je veux dire, est-ce que j'ai besoin encore de dessiner, de raconter d'autres histoires, parce que, à la fois avec mes lecteurs, à la fois avec mes personnages, on se connaît tellement qu'on a peut-être, on peut se dire les choses autrement. Donc peut-être que je peux arrêter la bande dessinée. Et puis en même temps, arrêter la bande dessinée, c'est comme si j'arrêtais de les fréquenter, et je ne pouvais pas. Ni d'arrêter la bande dessinée, ni de fréquenter à la fois mes lecteurs et puis mon monde à moi. Alors c'était très difficile, je suis un peu toujours là, maintenant c'est devenu une vieille famille. J'ai toujours du plaisir à dessiner, à trouver de nouveaux thèmes. Ça évolue parce qu'au départ je m'adressais, comme je m'adressais à un public large, c'était un quotidien familial on va dire. Maintenant je ne travaille plus pour la presse et du coup ça m'a donné plus de possibilités en ce sens que je n'ai plus de restrictions, je n'ai plus de censure on va dire, ou d'autocensure. Par rapport à un public d'un magazine, donc je suis plus libre et ça m'a donné l'idée de m'adresser à des gens plus proches de moi, c'est-à-dire de mon âge. Et advienne que pourra, si un jeune lecteur ne comprend pas tout, s'y retrouve pas, il le fera plus tard. Et j'ai appris de toute façon en lisant les livres, je reviens à Pagnol, qu'il y a plusieurs sens de lecture, plusieurs niveaux de lecture. On peut lire Pagnol gamin en comprenant l'action, et puis on peut lire Pagnol adulte en comprenant la profondeur des sentiments et des choses. Et donc j'ai choisi une voie en fait, m'adresser davantage aux adultes en espérant que ça fonctionne aussi de cette manière-là pour le public en général. Et puis un jour j'ai eu l'idée de faire une autre série qui me tenait à cœur, c'est une série qui s'appelle Le Sentier des Hommes, qui était complètement différente parce que là c'était une série plus politique, on va dire, visiblement plus politique, puisque la première, La Brousse en folie, est politique, puisque c'est une affirmation du fait calédonien, c'est-à-dire qu'en fait la distinction entre nous et les Français. Le Sentier des Hommes, c'est plutôt nous et notre histoire et la différenciation entre les communautés. Et ce qui m'intéressait, c'était pourquoi, après tant d'années d'histoire, et pourquoi et comment, Kanak et Caldoche ont toujours des raisons de ne pas se comprendre et des raisons de développer une méfiance les uns par rapport aux autres. Je crois que autant il est facile d'être ami individuellement avec un homme kanak, mais c'est plus un kanak à ce moment-là, c'est un homme. Avec un métropolitain, mais c'est avec l'homme qu'on est ami, pas avec son ethnie, pas avec sa communauté. Il est plus facile de lier des liens comme ça que de créer des liens entre communautés. J'y crois pas trop d'ailleurs, en vérité. Mais en tout cas, c'était intéressant de se poser la question justement. Qu'est-ce qui nous différencie au niveau communauté? Alors donc j'ai choisi de faire une autre série dont j'étais scénariste, pas le dessinateur. J'ai trouvé un dessinateur, de manière à avoir plus le temps à consacrer au scénario. J'ai mis beaucoup d'années à écrire le scénario et l'idée était de tenter une expérience là-dessus. C'était la rencontre, il y a eu 4 albums et l'idée, tout est préparé pour la rencontre décisive entre 2 personnages, un Européen et un Kanak. Et les premiers albums préparaient cette rencontre au sens qu'on rentrait dans le monde Kanak, un univers très particulier et qui pouvait ensuite nous familiariser déjà avec une certaine forme de pensée pour préparer la rencontre Kanak-Européen, mais pas une communauté, mais un homme. Alors c'est assez complexe à raconter comme ça, puisque j'ai choisi l'écriture, la bande dessinée et l'écriture, parce que j'ai écrit cette histoire avant de la faire dessiner. Et je crois que de toutes mes productions, c'est celle dont je suis le plus, on va pas dire que je suis fier, parce que mais plus content, et j'aimerais satisfait, j'aimerais aller peut-être plus loin encore si c'était possible. Tout est basé en fait sur, à chaque fois d'ailleurs, enfin les personnages, sur l'ambiguïté de l'être. Au cours de ce parcours, le fond finalement c'est le côté double des hommes. L'homme est à la fois porteur de
de son image présente et de ce qu'il a été lui-même et ses propres images. Mais alors, ce qu'il a été, ça comporte plusieurs images. Et comment, en fait, quelle carte, quelle image, qu'est-ce qu'il peut montrer à un moment présent, à un moment donné, par rapport à toutes ces cartes passées, à toutes ces facettes qu'il avait lui-même passées. Et ça, c'est intéressant. Et peut-être que, bon, c'est un petit peu philosophique finalement, c'est une idée comme ça, mais je crois que si on accepte que l'être humain a plusieurs facettes et qu'il n'est pas un, on accepte plus volontiers l'autre, on se met sous son aspect différent. Il y a une partie de lui, de l'autre, qui va être plus il y a une des parties de l'autre qui va permettre de s'approcher de lui. Voilà. Mais c'est pas toujours facile parce qu'on ne contrôle pas toujours ces images, nos propres images, je veux dire, ni celles de l'autre. Voilà. Donc on reste dans le monde des images finalement, hein, mais je crois que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et la Calédonie est plein d'images, je crois, à la fois de l'intérieur. Les Kanaks se donnent une image d'eux-mêmes, les Caldoches se donnent une image d'eux-mêmes. Ils dissimulent des images d'eux-mêmes. La communauté kanak a un gros problème avec des notions toutes bêtes comme le cannibalisme, c'est une image négative. Les Calédoniens, on le sait très bien, ont beaucoup de problèmes avec la notion de bagne, voir d'autres images, quel type de colons ils ont été, etc. Et tout ça, en fait, sont des poids qui ne sont rien, qui sont insignifiants, parce que ce sont des images. On pourrait dire qu'une image, justement, elle est faite pour être regardée, mais on sait que cette image, l'homme qu'on a en face de nous n'est pas une image, lui. Enfin, tout ça m'intéresse, et je pense que si je dois continuer, si le temps me laisse l'occasion de continuer l'écriture, sous quelque forme que ce soit, j'aimerais continuer un peu cette quête de l'image. Le fait d'être insulaire, j'ai découvert, je ne savais pas, donc petit, adolescent, je crois que j'ai découvert d'être insulaire lorsque je suis parti en France. J'avais 20 ans. Je suis parti en France faire mon service militaire. J'ai été nommé au service militaire, je suis allé vers la Loire, vers Saumur, un endroit au milieu de la France en fait. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais insulaire, en sens que je ne comprenais plus rien du paysage. Il n'y avait plus la relation avec la mer, qui était un point... la mer n'est pas visible. On croit souvent que l'insulaire se repère par rapport à la mer. Mais non, enfin, visible. Mais non, la mer, elle est dans la tête. Et on sait à peu près toujours où est la mer. C'est important. Enfin, c'est curieux, c'est difficile à expliquer. Mais la mer est avec nous, elle est là. Et j'ai découvert en France que j'avais perdu la mer. Comme on perd le nord, j'avais perdu la mer. Et c'était très difficile parce que je me sentais, c'est-à-dire à la fois perdu, un peu comme dans un désert, mais à la fois et petit. C'était curieux, c'est la sensation d'être petit, tout petit, comme une fourmi, quelque chose comme ça. C'était très curieux ça. Donc physiquement. Ça c'est une sensation corporelle, on va dire physique, hein, du fait d'être insulaire, mais par rapport au manque de l'île. C'est le continent qui apprend qu'on est insulaire. Ce que je n'avais pas ressenti dans d'autres pays que j'avais visité avant, comme l'Australie, puisque la mer était présente, même si c'est un continent, mais Brisbane ou Sydney, on ne se sent pas sur un continent. Je suis allé aussi vers 16 ans en Amérique et en Californie. J'ai pas mal de familles en Californie. Et là, j'ai découvert que la mer, enfin, c'était à San Francisco, la mer était là, donc j'ai pas senti non plus le paysage américain. Le paysage américain, comme on peut le voir dans les westerns, des choses comme ça, je l'ai pas senti non plus. Donc ça, c'était une découverte physique. Et après, sur le retour en Calédonie, donc quand je suis revenu ici, j'ai découvert une autre forme, mon nationalité par rapport à... Comment dire ça? Là, c'était plus intellectuel, on va dire, en ce sens que les références culturelles, voilà, mes références culturelles en fait étaient soit basées sur des liens proches,
ma famille, des choses comme ça, donc les histoires, les liens, comme en Calédonie, on vit sur une île, donc on connaît un peu tout le monde. Soit on connaît bien, il y a les petits bonjours, les petits clins d'œil, les choses comme ça, soit on ne fréquente pas, mais on a déjà vu. Il y a tout ce monde en fait physique qui est là pour vous rappeler que vous êtes dans un milieu fermé. Mais en fait, après, toutes les relations que j'avais culturelles, sous forme littéraire ou quoi que ce soit, étaient forcément issues de l'étranger. Et alors là, la différence, l'insularité est comprise non pas entre la différence entre une île et un continent, mais plutôt comme l'isolement en fait. Il y a nous sur l'île et le reste du monde. Et là, ça a été marquant là. C'est que je suis isolé du reste d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ici, j'ai cherché mes écrivains, je ne les ai pas trouvés, j'ai cherché mes cinéastes, je ne les ai pas trouvés, j'ai cherché mes auteurs de théâtre, je ne les ai pas trouvés. Et donc, j'étais bien sur une île où il n'y a que les gens que je connais, mais pas ceux que je fréquente dans la littérature, qui étaient forcément ailleurs. Et ça, c'était important. Je crois que maintenant, en fait, on ne peut pas s'en débarrasser. Quand on est insulaire, on est insulaire. Je crois qu'on le restera. Donc, je n'ai pas, moi, là, une conquête. Par contre, l'idée, je sais que parmi nous, les écrivains de Calédonie, beaucoup de gens cherchent absolument à vouloir être connus ailleurs, reconnus ailleurs. J'ai pas trop cette démarche-là. Parce que ça peut être intéressant pour s'ouvrir au monde au niveau rencontre, mais moi je ne l'ai pas parce que j'aimerais que l'ouverture au monde et les rencontres se fassent déjà chez nous, entre nous, parce que je me suis aperçu que les lieux de débat, les lieux de parler d'autre chose que des choses quotidiennes, c'est-à-dire d'évoquer, comme je l'ai évoqué avec vous, comme je l'ai évoqué des choses, on va dire, plus personnelles, des choses en fait d'ordre plus général que de l'action quotidienne, elle ne se fait pas tellement sur le territoire. Et justement, la transmission, c'est le rôle des artistes, finalement, si un artiste a un rôle, c'est celui de montrer la réalité. Mais comme disait le Petit Prince, dans le Petit Prince, la réalité, on ne voit pas qu'avec des yeux, on le voit avec le cœur. Et en Calédonie, on ne communique pas avec le cœur. Enfin, on ne se dit pas, si on communique le cœur, mais on ne dit pas, par les mots. On a peur des mots. Ici, ça remonte de loin, le bagne peut-être, etc. Mais on ne dit pas les choses. On arrive peut-être à la faire transmettre comme ça, mais pas avec les mots. Et ça, c'est important, ça, ici. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je ne sais pas si c'est le côté insulaire général, mais je ne connais pas toutes les îles, et je ne suis pas habitant des autres îles. Je suis insulaire de Calédonie. Et je sais que ça me pèse, ça, par contre, ça me pèse beaucoup, c'est qu'on n'est pas capable d'échanger avec les mots. Donc le cœur, c'est certes, on ressent les choses, mais si on arrive à exprimer, à traduire, comment dire ça, à trouver... Alors les mots sont une prison, je sais que les mots sont difficiles parce qu'on peut se tromper avec les mots, mais je pense que c'est un bon moyen en même temps comment dire ça, de poursuivre, de marquer, de garder, de conserver. Donc d'aller à la fois, d'avoir un lien avec le passé et le futur, les mots. Lorsqu'on voit avec le cœur, on s'exprime le cœur uniquement, c'est éphémère, c'est trop éphémère. Alors peut-être que je me trompe et que sur les îles, il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas sur les îles, peut-être que de toute manière les choses passent comme ça, par rapport aux pays européens où on aime bien les vieilles pierres. Il n'y a pas de vieilles pierres ici, on n'est pas un monde comme ça de choses qui datent de plusieurs millénaires. On n'a pas ça ici. Peut-être que c'est ancré, mais je crois que justement à la place de vieilles pierres, peut-être que les mots peuvent jouer leur rôle. Les mots à travers les écrits notamment, ou le dessin, puisque je choisis la bande dessinée. Je crois que pour moi c'est un peu mon combat, c'est essayer d'affirmer qu'on peut communiquer, d'affirmer qu'on peut reconnaître l'autre, on peut accepter l'autre, etc. à travers la production. Donc mon travail s'inscrit vraiment dans un souci local,
On m'a souvent dit oui, mais ta bande dessinée elle peut pas être lue à l'étranger, enfin en France on va dire, parce que c'est trop, les expressions, les contextes, etc. sont trop locales. Il faut que tu changes. Bah non. Non, je vois pas pourquoi j'irais m'adresser à des gens très loin, alors que je ne suis pas capable de m'adresser à des gens très proches. Et que si par hasard des gens très loin s'intéressent à ce que je fais, tant mieux. Tant mieux. C'est quelque chose en plus. Mais c'est pas mon combat.